Bonjour à tous. Écoutez, c'est ma première conférence virtuelle comme ça. Et, Sylvie, ça remplace pas tout à fait le réel, mais c'est très sympathique et intéressant de faire quelque chose de nouveau. Euh, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui s'est passé un peu dans la crise vu du côté de la tech, notamment de la grande tech et des GAFAM. Euh, mais avant de rentrer dans les détails, juste en une minute, donc qui nous sommes. Donc moi, je suis associé dans un d'investissement qui s'appelle Next World Capital, qui est un fonds de californien, de Silicon Valley. On investit donc uniquement dans la tech, dans le B2B, entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires au moment où on investit, et que dans le B2B, donc SaaS, Big Data, intelligence artificielle, gestion des infrastructures, etc. Et avec une caractéristique par rapport à nos confrères, c'est on passe beaucoup de temps à la fois en Europe, d'où et à travailler avec les corporates comme vous sur l'innovation, ce qui se passe dans la Silicon Valley et les différentes tendances. Donc, tout le monde, je vais faire très rapide là, tout le monde sait qu'on vient de traverser une crise absolument inédite. Vous avez ici les chiffres de l'OCDE de la croissance du deuxième trimestre de cette année. Bon, sur l'Angleterre, ce qui est intéressant, c'est en Angleterre, on a les séries économiques les plus longues. Avec la Banque centrale d'Angleterre. On a la crise actuelle est la plus profonde depuis 1709. On a quelque chose qui n'est pas arrivé hors les guerres, évidemment, depuis près de 3 siècles. Donc un phénomène absolument unique. Donc ce qui est intéressant, si on regarde comment les marchés financiers ont réagi, vous avez ici les courbes des indices des grands marchés financiers depuis le 1er janvier. On voit bien le trou du 15 mars. Et vous avez, ce qui est intéressant, c'est que les marchés ont réagi un petit peu en fonction de la performance sanitaire des pays. Vous avez tout en bas l'Angleterre, dont l'indice n'a clairement pas récupéré, l'Angleterre qui a beaucoup souffert en premier semestre, la France qui s'en est tirée moyennement, en violet l'Allemagne qui est le bon élève, et puis de manière un peu plus surprenante tout en haut les États-Unis. La situation de la crise américaine a été compliquée pour être poli. Mais donc la performance de l'indice américain est assez surprenante. Si on regarde, il s'explique en bonne partie par la performance des GAFAM en bourse. Vous avez donc ici les bourses des GAFAM avec une performance absolument énorme. Cours de bourse qui vont de plus 8% à plus 70% pour Amazon qui est tout en haut. Et de manière un peu plus, vous avez donc en bas, en synthèse, ce qui est absolument extraordinaire. Hein. Vous avez des valorisations de sociétés qui vont de 1000 milliards pour Google à près de 2000 milliards pour Apple. Valorisations qui sont élevées, mais enfin pas non plus aberrants, j'en reviendrai dessus. Et autre point intéressant, des cash sur leur bilan absolument phénoménaux, entre 50 et 150 milliards. Crise, clairement, pour les GAFAM, elle a duré quelques jours et donc tout s'est très bien passé pour eux, merci. Donc, en fait, si on réfléchit, c'était pas si évident que ça. C'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori, mais si on se replace au 15 mars, c'était pas si évident que ça. Alors, bon, à part Amazon, où ça a été vite très clair que le e-commerce allait bien se passer, et la partie AWS aussi. Donc, pour Amazon, c'était évident que tout allait bien se passer. Mais par exemple, si on prend Apple, le premier marché de Apple, c'est la Chine. C'est aussi là que sont fabriqués le gros des iPhones et du matériel. Donc, c'était pas du tout évident que les disruptions de supply chain allaient bien se passer. Google, il ne faut pas oublier que Google, les 2 premiers clients de Google sont Expedia et Booking, qui dépensent des milliards chez Google. Donc, le premier secteur de Google, c'est le voyage. Et donc, c'était pas du tout majeur. Pour Facebook, évidemment, c'est que de la pub et les marchés de la pub ont plongé assez rapidement avec la crise. Et enfin, Microsoft, qui est plus sur le B2B, donc moins touché, mais a quand même fermé toutes ses boutiques pendant la crise.
Et donc, pas évident si on se replace au 15 mars qu'allait se passer exactement. Là, maintenant, on a un peu de recul. Vous avez maintenant sur votre colonne de droite les performances financières donc, de société sur les chiffres donc, du deuxième trimestre, qui est le roule profond de la crise, par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Vous avez Amazon qui a fait un carton avec 40% de croissance. Apple qui garde un rythme quand même élevé, tout ça en absence de nouveaux produits majeurs en Q2. Google qui est, comme je pouvais le dire, la société qui a le plus souffert, donc avec un chiffre d'affaires à peu près étal et un EBITDA à moins 20%. Facebook s'en est bien sorti et Microsoft aussi. Donc on voit des business qui sont d'une résilience très forte, même en cas de crise et de disruption majeure. On voit des ajustements et des rebonds très rapides qui leur ont permis de traverser la crise et d'avoir les performances qu'on a vues. Alors, à chaque fois, très souvent, quand j'ai plaisir à intervenir au CRIP, on me demande est-ce qu'il y a une bulle, qu'est-ce qu'on pense des valorisations, est-ce que c'est haut, etc. Alors, donc c'est un point de vue évidemment personnel, vous trouverez d'autres avis, mais nous, notre analyse, c'est que les valorisations sont élevées, c'est vrai, elles sont élevées, mais elles ne sont pas irrationnelles. Vous avez des phénomènes macroéconomiques, et plus micro. Donc au niveau macro, il faut voir que la Réserve fédérale américaine a injecté 3 000 milliards de dollars sur les marchés. Mécaniquement, on fait monter les marchés financiers. Vous avez aussi la Banque centrale américaine qui a mis les taux d'intérêt à presque à zéro. Parce que nous, en Europe, on connaît depuis déjà plusieurs années, mais ce qui est tout nouveau aux États-Unis, jusqu'à il y a 6 mois, les taux étaient entre 2-3%. Mécaniquement, plus les taux d'intérêt sont bas, plus les actions sont hautes. Vous avez aussi à un niveau plus micro, beaucoup de secteurs qui ont été touchés de manière profonde, donc la distribution, tout ce qui est l'énergie, l'immobilier, tous ces secteurs qui étaient des secteurs plutôt défensifs historiquement sur lesquels des valeurs refuges, ce sont les valeurs qui ont été le plus touchées. Et en parallèle, en effet miroir, quelque chose dont vous avez parlé, vous parlerez pendant les 2 jours de la convention, c'est que le Covid a accéléré la transformation digitale. Tout le monde est passé en virtuel ou en ligne, donc ce qui est bon pour ces acteurs qui fournissent les outils, les pelles et les pioches pour digitaliser. Donc quand on met tout ça ensemble, ce qu'on voit, c'est que les sociétés de technologie, notamment les GAFAM, sont aujourd'hui le moyen le plus sûr d'avoir des sociétés qui sont très résilientes et en croissance et sur des tendances aussi très longues de transformation digitale. Mentalement, la tendance de fond est forte et justifie pleinement les valorisations que nous avons aujourd'hui. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des acquisitions. Donc là, évidemment, j'ai pris un temps un peu plus long. J'ai regardé depuis le 1er janvier 2018. On avait eu le plaisir d'intervenir il y a à peu près 3 ans sur les acquisitions. Donc là, j'ai fait le zoom depuis cette date, donc sur les 3 dernières années, 2 années et demie. Vous avez ici le nombre d'acquisitions faites par les GAFAM sur les donc 30 derniers mois. Point intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2020, ça n'a pas ralenti. Donc les GAFAM ont continué à acheter, à faire du M&A, à faire des acquisitions et à acheter des sociétés. Ralentissement sur la croissance. On est sur des rythmes relativement élevés. Vous avez des acteurs comme Microsoft qui est celui qui achète le plus, mais qui achète pas loin d'une société par mois. Donc des rythmes quand même assez élevés. Le propos, c'est de zoomer acteur par acteur pour voir ce qu'ils achètent et ce qu'ils font. Commençons par Amazon. Donc vous avez qu'Amazon a acheté 10 sociétés sur les 30 derniers mois. Vous avez sous format nuage un petit peu, parce que beaucoup de sociétés sont des petites startups donc sur lesquelles ils ne valent pas forcément très cher, sur lesquelles il n'y a pas eu d'informations partagées, que ce soit sur les valorisations, les chiffres d'affaires. Donc c'est difficile de faire des études un peu quantitatives. Mais donc je l'ai fait sous forme de nuage de points, où ça vous donne un peu les thématiques sur lesquelles Amazon investit. Et globalement, Amazon, c'est du donc c'est sur la partie e-commerce, c'est ce qui tourne autour qu'ils achètent. Vous avez et
les plus grosses acquisitions qu'ils ont faites, on retrouve ce focus consommateur. Donc Zoox, c'est de la voiture autonome, donc il y a quelques mois. PAC, c'est de la pharmacie en ligne aux États-Unis, majeur pour Amazon aux US. Ring, ce sont des caméras et des sonneries intelligentes, donc la partie un peu consumer electronics. Je dirais assez proche de vos métiers, donc Cloud Endure, qui est un fournisseur de solutions qui permet la migration vers AWS, dont l'intérêt pour Amazon est évident. Qu'Amazon c'est la société qui achète le moins, que 10 acquisitions en 30 mois, est plutôt orientée consommateur. Si on regarde Facebook, pas mal de sujets, donc évidemment intelligence artificielle, logiciel, vision, réalité augmentée, qui est un des sujets préférés de Facebook. Très peu de grosses acquisitions récentes. Les 2 grosses acquisitions de Facebook, WhatsApp et Instagram sont plus anciennes. L'acquisition qui est Giphy, qui est un réseau social à base de GIF et d'images, donc dans le même esprit. À Google, cela ne vous surprendra pas, Google, c'est la donnée. Donc beaucoup de logiciels, beaucoup de big data, analyse, IA. Grosse acquisition de Google ces dernières années, c'est Looker, donc un logiciel de BI dans le cloud l'année dernière. Fitbit, donc c'est des donc pour la course et le sport monitoring. Donc l'intérêt de Fitbit, c'est que ça génère beaucoup de données. Sachant qu'il y a encore des débats, notamment avec la Commission européenne, sur le droit que Google aura d'utiliser ces données-là pour d'autres services que Fitbit. Les détails de l'acquisition sont encore en négociation avec les régulateurs. Vous avez après North, donc encore du wearable, et Pointic, un logiciel qui s'intègre avec le retail. Donc Google toujours très centré sur la donnée, un peu fidèle à eux-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, Apple, donc qui historiquement est une société qui achète moins ou un peu moins que ses confrères, qui là, par contre, on voit se met à acheter beaucoup plus que dans le passé. 26 acquisitions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt des petites sociétés. Vous voyez, la plus grosse dans le semi-conducteur n'a coûté que 600 millions, ce qui est pour Apple, puisqu'il y a un milliard de cash. Donc Apple achète plutôt des petites sociétés, plutôt techno. Donc vous voyez dans l'intelligence artificielle, le paiement, la réalité virtuelle, donc plutôt de la techno, pas des gros business. Et ensuite, la palme de l'acquéreur des derniers mois revient à Microsoft. C'était une acquisition donc en 30 mois. Et alors on retrouve un peu 2 grands pôles chez Microsoft, qui est alors le pôle gaming, avec leur plus grosse acquisition qui date d'il y a quelques jours, ZeniMax, c'est un studio de jeux vidéo. Et l'autre pôle vraiment très tech, B2B, avec GitHub, cyber, etc. chez Microsoft. On retrouve un peu les ADN de société. Si on prend un peu de recul sur tout ça, donc ce qu'on peut voir ces derniers mois nous dit, premièrement, clairement, la crise, on l'a bien vu, ils l'ont peu ou pas ressenti. Les acquisitions n'ont pas ralenti. On voit donc un très grand studio de jeux vidéo. Pas ralenti, ça continue. Je reprends les chiffres que je donnais donc un petit peu au début sur les bilans. Capable d'acheter n'importe quoi en dessous de 100 milliards, mais de manière évidente au niveau financier, et même un peu plus, ça serait assez facile. Choses qui sont hors jeu en termes d'acquisition pour les GAFAM techniquement. Sur le côté régulation. Il y a un petit point sur lequel je reviendrai aussi, qui est le côté géographique. J'ai pas mis les pays de chaque acquisition parce qu'en fait tout se passe aux États-Unis. Vous voyez la très grande majorité de la centaine de cibles achetées, c'est globalement aux US pour une très très vaste majorité. Toutes les grosses sont aux US. Donc tout ça, c'est un jeu américain où les grands acteurs américains achètent des startups américaines et permettent d'avancer. Il y a un débat, on va dire plus alors intellectuel, régulation, c'est ce qu'on appelle la kill zone. C'est-à-dire est-ce qu'il y a une zone sur laquelle il ne faut pas se mettre pour ne pas être tué, racheté ou tué par les GAFAM.
Si on regarde les acquisitions, c'est pas évident. Enfin, on voit rien de très net. Seul des acteurs qui a eu un comportement un peu de ce style, c'est Facebook, qui historiquement, en ayant racheté WhatsApp et Instagram, qui étaient potentiellement deux concurrents majeurs, tendance à soit essayer de tuer en copiant Snapchat, soit en essayant de racheter tous les concurrents. Facebook est celui qui a le comportement le plus agressif en matière d'acquisition et de stratégie. On voit qu'évidemment Microsoft, qui est plus sur le B2B que sur le B2C, on va dire modéré dans ses comportements, on va dire d'achat, Google et Facebook. Alors, une autre raison, est-ce qu'il y a une kill zone? Moi, je dirais probablement pas. Et un des points de la crise, alors, les GAFAM s'en sont bien sortis, mais vous savez tous qu'il y a des acteurs, alors, je dirais, qui ont émergé, qui ont pour certains confirmé leur position, comme Salesforce. Donc, on voit ici, vous avez les parcours boursiers de 5 sociétés que j'ai choisies, qui sont parmi les 5 vrais futurs leaders émergents. Salesforce a fait un très beau parcours ces derniers mois. Donc, c'est vaut 230 milliards aujourd'hui, qui vaut plus que SAP en termes de dans leur univers proche. Vous avez Zoom, donc que maintenant tout le monde connaît, tout le monde utilise, qui a fait dans 10 fois la mise en parcours boursier. Donc, il y a une société qui vaut 40 milliards aujourd'hui. C'est toujours de l'argent, enfin, on n'en gagne pas beaucoup. Des valorisations absolument élevées. Le deuxième grand gagnant dans les sociétés de taille, appelons ça moyenne, c'est Shopify, donc la plateforme e-commerce, un parcours phénoménal qui évidemment correspond bien à l'évolution, l'accélération de l'e-commerce. Et vous avez des acteurs que vous connaissez qui aussi sont très très bien sortis pendant la crise, ServiceNow et Workday, qui sont aujourd'hui des vrais leaders avec des tailles importantes. Et alors, deuxième autre phénomène, à part des gens qui sont des sociétés qui sont un peu plus vieilles, Salesforce a une vingtaine d'années aujourd'hui, vous avez eu un deuxième phénomène en 2020, c'est pareil, qui n'était pas du tout évident, qui est le boom des IPO, donc des introductions en bourse. Phénomène essentiellement américain, évidemment. Vous avez des données un tout petit peu plus anciennes. Attendez, il y a quelqu'un qui est... Voilà, donc, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez les IPO, on est revenu en termes d'introduction en bourse à ce qui s'est passé en 99. Fondamentalement, je ne pense pas que ce soit comparable. Les sociétés qu'on introduit aujourd'hui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus solides, avec des clients beaucoup plus stables, donc pas le même phénomène. Mais en matière d'introduction en bourse, je pense que personne n'aurait parié au mois de mars sur ce qui s'est passé, donc une année extraordinaire. Et vous avez des sociétés qui ont émergé, qui font une introduction absolument phénoménale, comme Snowflake, je pense que pas d'entre vous connaissent, qui a fait une introduction à près de 70 milliards de dollars, donc le Data Warehouse en cloud. Dog, qui est un peu plus tôt dans l'année, dans le DevOps, à 30 milliards. Palantir dans l'analytique pour les États. Et Asana, pareil, société connue de pas mal de gens, qui a fait une introduction à 4 milliards. Donc vous avez le monde des venture capitalistes rentrer directement en bourse à des valorisations très élevées. On a une femme domine, mais on voit arriver d'autres acteurs. Alors, est-ce que quelqu'un peut racheter Snowflake? Oui, tous les GAFAM ont plus de 100 milliards de cash, donc sont tout à fait capables d'acheter Snowflake demain. Mais néanmoins, à 70 milliards, ça fait quand même un gros chèque. Alors, un phénomène, là, j'ai mauvaise nouvelle. Un des phénomènes de la crise, c'est que l'Europe est lâchée. Alors, ça fait longtemps que dans la tech, c'est compliqué. Mais là, c'est complètement c'est criant. Vous avez ici les 15 plus grosses capitalisations boursières de la tech européenne, PSML, etc. Donc, vous voyez déjà les effets de taille. SAP pèse pas tout à fait la moitié de Salesforce, mais on va dire 30 ou 40% de moins. Donc, vous avez un écart de taille qui est considérable entre les leaders européens et les leaders américains. Deuxième phénomène qui est plus inquiétant, c'est que si je prends les top 10 des sociétés que vous avez là, plusieurs dizaines,
d'années. SAP, une boîte qui a à peu près 50 ans. SML, on a 30 ou 40. Dassault Systèmes a à peu près 40 ans. Sont relativement anciennes, à part Adyen, qui était le leader du paiement, qui est une boîte hollandaise qui marche. Vous avez des anciennes stars comme Ericsson, Nokia, qui ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient il y a 10 ou 15 ans. Et phénomène intéressant, si vous voyez les quelques leaders émergents, la liste comme Zalando, Ocado, c'est que des boîtes de B2C, donc dans le consommateur. Vous n'avez pas un seul acteur émergent dans le logiciel qui a percé en Europe depuis plus de 20 ans. Là, le gap qui existait, donc tout le monde connaît depuis assez longtemps, s'accélère et s'ouvre. Le fait qu'il y ait peu d'IPO en Europe rend ces choses-là compliquées. Un million de facteurs fait que la domination américaine est de plus en plus forte, notamment sur le logiciel d'entreprise. Alors, de manière générale, encore, mais en particulier en tant qu'Européens, se pose la question, que devons-nous faire comme État, comme zone économique? Cette domination quand même pose problème. Donc c'est un débat compliqué. Alors j'ai eu un petit peu de mal à faire les slides parce qu'en fait il y a eu plus d'actualité sur ce sujet en une semaine que les 2-3 dernières années précédentes. Vous avez, alors ici j'essaye de résumer un petit peu le débat sur l'antitrust. Alors c'est un débat très complexe et je prétends pas faire un sujet, mais vous avez en gros deux grandes écoles. Les gens qui disent c'est un peu comme d'habitude, vous dominant, mais on sait que dans la tech, ça va vite. De même que IBM, HP ont fini par sortir un petit peu du radar des acteurs dominants. Ça arrivera probablement à Google et Microsoft un jour. Donc, si je résume la question, c'est de dire, tout ça, le cycle technologique rapide finira par régler le problème. Vous avez une deuxième école qui consiste à dire c'est peut-être différent quand même cette fois-ci parce que vous avez des dominations qui sont mondiales, qui sont considérables. Vous avez des sommes de cash, donc de liquidité qui sont extraordinaires dans ces sociétés qui peuvent racheter à peu près n'importe qui. Vous avez un sujet qui est un sujet de débat sur les données et l'intelligence artificielle. Est-ce que les données accumulées par un Google ou un Facebook les rendent irrattrapables de par l'intelligence artificielle? Donc tous ces sujets-là sont complexes. Personnellement, comme vous pouvez le voir sur la balance, je pense que Et tu me disais? pas tout à fait dans des business as usual. Être même à l'époque du browser de Microsoft, on est quand même sur des dominations extrêmement fortes. Tous les gens, par exemple, qui sont dans le e-commerce savent que la domination de Google en Europe et 95% de part de marché est absolument phénoménale. Il y a d'autres sujets, on a régulation politique sur tout ce qui est la privacy, donc RGPD, le transfert des données qui vient d'être invalidé entre l'Europe et les États-Unis. Vous avez qui est un sujet différent, mais pas déconnecté, là, tout ce qui est l'imposition sur lequel l'OCDE vient de sortir des recommandations hier. Donc, beaucoup de sujets. Alors, essayons de regarder un peu l'avenir et Alors, ça a été très compliqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les GAFA? Alors, ça, vous remarquerez, je ne parle plus de Microsoft qui aujourd'hui est un peu hors du viseur des régulateurs. Deux raisons, à mon avis. Une, c'est que depuis leur déboire des années, on va dire 2000, c'est au niveau culturel et de comportement. Et deuxièmement, ils sont dans le B2B. C'est un domaine un petit peu différent, contrairement aux 4 autres GAFA qui sont, eux, dans le cœur du consommateur. Donc pour les GAFA, alors qu'est-ce qui se passe? Historiquement, jusqu'à la semaine dernière, la doctrine antitrust américaine était très souple avec les GAFA. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont laissé faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, avec un raisonnement assez simple, qui n'est pas les raisonnements européens, qui est de dire si les consommateurs sont contents, il n'y a pas de raison de faire grand-chose. Je simplifie évidemment sur là. Néanmoins, depuis quelques semaines, en fait, il y a plusieurs États qui, aux États-Unis, sont en train d'attaquer Google. Et donc la pression monte. Vous avez Apple qui a des déboires avec, des discussions avec Epic, qui est un éditeur de jeux vidéo, sur le fait que prendre 15-30% sur tous les paiements, c'est beaucoup.
et contrôle de la distribution. Voir, c'est que la tech américaine bénéficie d'un soutien globalement fort, d'un soutien fort des politiques. Alors historiquement, parce que les techs sont plutôt classés à gauche sur l'échiquier américain, donc du côté des démocrates, qui historiquement sont proches. Néanmoins, les républicains ont soutenu aussi inconditionnellement ces sociétés-là. On voit sur le débat qu'il y a eu notamment avec la France sur la taxation des services numériques. Historiquement, fort soutien, mais la semaine dernière, le Parlement américain a publié un rapport très agressif et négatif sur le GAFA, comme quoi il allait faire quelque chose. Ça se jouera en fait beaucoup à l'élection de novembre. Si les démocrates prennent à la fois le Sénat et la Chambre des députés, on pourrait voir des changements. L'Union européenne aussi monte un peu la pression, mais on va dire, c'est lent. Donc sur GDPR, évidemment. Il y a des actions en cours d'antitrust contre Google et Apple. Il y a la taxation des services numériques. Vous avez tous les paradis fiscaux, montages fiscaux dont bénéficient tous ces gens-là qui, en général, impliquent typiquement l'Irlande, le Luxembourg et la Hollande, donc dans différentes combinaisons. Donc, alors là-dessus, c'est un point de vue personnel. Je pense que la pression va continuer à monter. La domination de ces 4 acteurs est telle qu'on va continuer à la voir monter. Notamment, je pense que l'Union européenne, qui est par définition un peu plus lointaine de la politique américaine, va continuer à monter la pression, que ce soit sur la privacy, donc les données, sur les impôts, sur tout ce qui est l'abus de position dominante qu'on peut avoir, tout ce qui est les comportements, que ce soit sur Google Shopping, sur Apple Store. Voilà, je pense qu'on va voir l'Union européenne monter la pression. Alors, quels sont les grands scénarios pour terminer? Donc, ici, on regarde ce qui pourrait se passer. On pourrait revenir à ce qui est connu comme étant le modèle Standard Oil au début du XXe siècle ou ATT au début des années 80, c'est les sociétés, les casser en plusieurs morceaux. Alors, premièrement, c'est quand même assez compliqué. La dernière fois que ça a été fait de manière majeure aux États-Unis, c'était dans la téléphonie au début des années 80, donc ça remonte quand même à assez longtemps. C'est pas forcément facile à répliquer. Et deuxièmement, c'est pas clair que ça résolve les problèmes. Je prends un exemple simple. Si vous séparez YouTube de Google, vous avez quand même Google qui a 95% de part de marché sur le search et vous avez YouTube qui a 70-80% de part de marché sur la vidéo. Donc en fait, vous n'avez pas forcément réglé grand-chose. Un sujet, je pense, qui risque d'arriver, qui est beaucoup plus probablement, et qui revient à notre point de la présentation, qui est les acquisitions. On voit que ces gens-là peuvent acheter tout et n'importe quoi comme ils veulent, et ils l'ont fait. Il est assez probable que, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, on commence à contrôler ces acquisitions. C'est-à-dire, plutôt que de les laisser acheter n'importe quoi comme ils veulent par défaut, il y aura probablement une revue systématique de toutes les acquisitions. On verra des choses qui sont plus fines, plus subtiles, qui sont rentrées dans le détail des produits et des services, à contrôler ce que font ces acteurs. Quand on voit un Google qui systématiquement, dans le voyage, si vous cherchez une destination, va proposer ses services et la partie search, résultat naturel, comme on dit, qui est complètement amaigrie et qui disparaît au milieu de leur pub et de leur service à eux, on verra les États-Unis et l'Europe rentrer dans les détails et commencer à mettre des contraintes sur le cross-selling, donc donc ça, c'est des choses qui sont plus subtiles, qui sont moins spectaculaires au niveau des médias, mais qui sont plus importantes pour les acteurs, les concurrents, les clients, les fournisseurs. On verra pas mal de choses. Néanmoins, alors je vois Philippe, je pense qu'il faut que je termine, c'est ça. Mais néanmoins, comme toujours un peu dans la tech, grande disruption, on les verra arriver par les nouvelles vagues technologiques, les nouveaux acteurs. On voit que ce soit des Salesforce, des Snowflake, on voit des nouveaux acteurs émerger et je pense qu'on verra donc clairement dans le B2B, mais aussi dans le B2C, des acteurs, je dirais, émerger et prendre plus de poids. Et peut-être un jour, mais peut-être pas immédiatement, disrupter donc ces acteurs qui sont en place, que nous connaissons bien, les GAFA. Merci.
Donc, je ne sais pas si s'il y a des questions ou si mon temps est terminé.